justement, ça a été mon premier critère, ça a été de prendre uniquement des régions dans lesquelles il n'y a pas encore eu d'études locales. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, il y a aussi une volonté d'avoir une représentativité au niveau des différents types de villas. Donc, il y a des villas qui sont plutôt tournées sur l'agriculture, d'autres sur la viticulture, d'autres qui sont plutôt des villas maritimes, donc sur la front-mer, etc. Voilà, ça c'était les plus gros critères. Et puis, évidemment, il y a une question de littérature aussi. Je voulais des villas sur lesquelles on a déjà écrit et sur lesquelles on aperçoit de façon le plus générale possible l'aménagement, l'étendue et la circulation interne, etc. Pas prendre juste des villas où on n'a fouillé qu'une seule salle, c'est une question de données aussi derrière. Donc pour ma part, bon, la plupart des critères que Brieux a dit se retrouvent chez moi. Néanmoins, moi, ma volonté était d'avoir une certaine vision vraiment de globale d'Italie. Donc on est dans des villas qui se situent vraiment partout, autant en Sicile, dans le sud, dans le nord, pour avoir vraiment une grande représentativité le plus possible avec classe 4. Et l'autre critère est également d'avoir différents types. Comme Brieux a dit, il y a des villas maritimes. On trouve également des villas qui sont plus situées à l'intérieur des terres. D'autres villas qui sont l'évolution même entre la villa et la future maison médiévale. Donc il y a différents éléments qui permettent, on l'espère, d'avoir des résultats intéressants. Et l'autre, c'est bien entendu d'avoir une littérature qui est assez abondante et un plan qui est assez détaillé que pour pouvoir émettre des idées. Mais c'est juste pour poursuivre là-dessus. Mais l'étude de ces villes-là, en fait, vous renseigne, vous donne quelles sont, ça aboutit à quoi? Ça informe sur la manière de vivre des gens, sur le type d'occupation de l'espace. Enfin, voilà, c'est finalement, on peut aller jusque-là. Donc en fait, notre but est, bon, d'une part, comprendre le plan, en sachant que nous fouillons sur une des villas, celle d'Ariano Torrachel di Chiusi, par le professeur M. Cavalieri. Donc, vu que cette villa est en cours de fouille, en analysant les autres, on espère également avoir des éléments qui pourraient nous permettre de mieux comprendre cet édifice. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, on espère mieux comprendre la villa et toutes ses fonctions, car comme on disait, donc, la division de villa n'est pas simple. En comprenant mieux le plan, on espère pouvoir mieux comprendre également les différentes fonctions qu'elle possédait, qui vivaient, donc les aspects également plus sociaux. Oui, moi j'aurais voulu savoir dans votre étude quelle est la place que tient le matériel. Donc j'imagine que vous vous focalisez sur le plan, sur plutôt l'aspect formel de la villa, mais est-ce que quand vous vouliez définir par exemple une salle, si le décor ne vous suffit pas à définir la fonction d'une pièce par exemple, est-ce que vous allez chercher un petit coup de pouce du côté du matériel en disant voilà, on a quand même retrouvé ce genre de matériel, donc ça pourrait confirmer que cette pièce sert bien à ça et donc rentrer dans votre typologie du on retrouve tel type de pièce dans telle ville. Ça va. Le matériel ne fait pas vraiment partie donc, de l'étude en tant que telle, mais c'est vrai que quand on analyse, quand on étudie un site en général, évidemment on réutilise toute la littérature précédente et donc si les auteurs ont dit dans telle pièce on a retrouvé tel élément, on pense que c'est telle fonction, dans ma partie, je vais le mentionner effectivement en tant que hypothèse d'attribution de la salle. Mais moi, tout seul, je ne vais pas aller naturellement voir chaque salle avec chaque matériel qui est retrouvé sur place. Il faudra. Ça passe que le temps. Et aussi pour les deux. Dans quelle mesure les textes antiques apportent quelque chose pour votre recherche? Alors vous mentionnez des critères mentionnés. En fait, on a des critères qui sont mentionnés par certains auteurs. Maintenant, c'est des textes qui sont généralement écrits des siècles auparavant. Donc ils nous donnent une idée sur comment devait plus ou moins se structurer une villa, notamment par exemple Columet qui nous dit que la villa doit avoir une part supérieure, une part urbana et une part rurale. Et donc, c'est des éléments qui sont intéressants, mais qui ont été écrits des siècles avant le 3e siècle, donc c'est le 1er siècle. Et donc, on essaie de voir si ces éléments sont toujours présents dans les villas de la fin de l'Antiquité, voir si ils en diffèrent. Donc, c'est généralement, on se base en fait sur les textes pour essayer de mieux comprendre ce que c'est une villa, mais après on s'en diffère sur le plan
l'analyse spatiale, de la syntaxe spatiale fournit des résultats extrêmement chiffrés, donc lecturiers. Et donc c'est quoi les principaux résultats ou divergences que vous avez pu observer justement dans les 26 cas que vous aviez analysés? Pour le moment, aucun, parce qu'on est qu'au début. Donc, on espère des résultats prometteurs. À l'heure d'aujourd'hui, on peut rien vous dire. Et donc rendez-vous dans quelques semaines. Oui. Oui, une petite question de précision, parce qu'au départ, vous avez parlé de l'Espagne, mais ce qui est affiché, c'est la péninsule dans son entièreté. Donc est-ce qu'il y a des villas aussi au Portugal ou c'est juste... Oui, effectivement, il y en a aussi. C'est la Lusitanie. Oui. Il y en a qui, comme je l'ai dit, ont été abordés notamment dans ces études globales qui reprennent Galice et Lusitanie. Et donc ici, je n'en parle pas globalement, mais c'est vrai qu'on parlera plus de péninsule ibérique dans la mesure où c'est possible, parce que c'est un terme encore... Il y en a qui parlent d'Hispaniaï, mais pas encore non plus les bons termes, parce qu'au IIIe siècle, on a des divisions territoriales encore différentes par rapport aux premières provinces romaines. Donc, ouais, c'est toujours un petit problème. Non, mais c'est parce qu'il y a la relation avec les pays actuels, donc c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais il y en a aussi. Je sais. Donc, moi j'ai une question pour Roxane. Vous avez parlé de catégories fonctionnelles qui sont un élément, si j'ai bien compris, vraiment clé de votre analyse. Comment vous les avez définies, ces catégories fonctionnelles? Est-ce qu'il y a déjà des catégorisations qui existent et que vous avez utilisées, ou vous êtes allé, je sais pas, chez vous, en disant voilà, qu'est-ce que j'utilise? Ça a été en fait vraiment en essayant d'observer le matériel et de se dire vraiment à quoi a-t-il pu servir après. Il y a déjà des catégories, je vais dire, qui avaient été étudiées, qu'on n'a pas pu vraiment changer. Par exemple, on avait les armes. Les armes, c'est une catégorie à part entière. Mais on a pu définir, par exemple, qu'au sein de tous les vases en céramique, disons, certains sont vraiment dédiés au stockage de grandes quantités. Ça se remarque par leur forme, leur capacité, des corrélations morphologiques qui fait que voilà, c'est toujours utilisé comme stockage, on le sait. Et pour des objets qui posaient problème, j'ai vraiment essayé de définir vraiment, oui, en les observant, en regardant à comment ils ont pu être utilisés, à quoi ils ont pu servir. Ça a vraiment été, en fait, pour certaines catégories très faciles, des grandes jarres, etc., c'est d'office pour le stockage. Pour d'autres, ça a vraiment été en observant les objets, en regardant aussi dans la littérature à quoi ils pouvaient servir, à quelle fonction on les rattache. Donc vraiment en essayant de casser un petit peu les frontières comme elles avaient été mises, en sortant du type ou du matériau et en réorganisant vraiment en pensant quelles fonctions, lesquelles partagent une fonction commune. Et j'ai créé, entre guillemets, rassemblé en autant de catégories fonctionnelles que ça m'est apparu dans les objets. Je ne suis pas partie d'avance avec des catégories toutes faites dans lesquelles j'ai essayé de faire rentrer les objets, c'était plutôt en analysant chaque type d'objet, à quoi peuvent-ils servir, et donc autant de catégories fonctionnelles ont été créées que c'est plutôt une démarche inductive. C'était plutôt une démarche vraiment d'observation et de réflexion sur la fonction de l'objet. Et vous avez dit que vous avez établi 33 catégories? 33, oui, c'est ça. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Après, je ne dis pas qu'ils vont... Voilà, on imagine bien qu'on utilise des objets de toutes sortes, à toutes sortes de fonctions, mais à des fins de classification et après de tirer un petit peu des conclusions, ça paraît énorme, en fait, 33. C'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai voulu apporter aussi de la nuance dans certaines choses. Par exemple, souvent dans la publication, on regroupe le matériel de préparation culinaire, mais là j'ai voulu par exemple pouvoir distinguer quelle est la préparation culinaire et quelle est la cuisson culinaire, ou des choses qui pour moi n'avaient pas lieu au même endroit. On ne prépare pas et on ne cuit pas au même endroit. Donc voilà, des choses qui, avec la vision derrière d'analyser des contextes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Après, il y a certaines catégories qui ne comprennent qu'un nombre très très restreint d'objets. Et à côté de ça, la catégorie par exemple de vaisselle de table en céramique, ça représente plusieurs centaines, on dépasse le millier d'objets. Donc ça, c'est vraiment, elles ne sont pas vraiment proportionnelles. Tout comme les fonctions ne sont pas proportionnelles. On va moins utiliser un certain type de catégorie fonctionnelle. Je veux dire que la vaisselle de table, qui est vraiment la chose la plus utilisée au sein de ce quartier. On va terminer ici.
peut clôturer la journée. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, il est 4h moins le quart, voilà, le temps qu'on délibère, qu'on propose le vote, etc. Voilà, quelques minutes, et puis voilà, à 4h, on va prendre un quart d'heure, parce que la remise des prix est annoncée à 16h. Je pense qu'on va respecter cette horaire-là, au cas où il y ait quelques personnes qui viennent se joindre à nous à ce moment-là. Vous avez un quart d'heure pour vous détendre. Voilà.